J'ai le plaisir d'accueillir Makan Fofana et Hugo Pilates du collectif Banlieue du Turfu, qui eux aussi ont préparé, vous verrez, une version de leur travail spécifiquement pour le festival, et avec ici les habitants du quartier du Bariol. Et je vais leur laisser vous présenter leur projet, à vous deux. Merci Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Makan Fofana. Je suis le ministre de la Magie en charge de la banlieue du Turfu et j'aurai l'occasion de vous présenter notre projet. Hugo, tu veux ? Et je suis Hugo Pilates, enchanté, merci d'être ici. Et je suis designer de formation et donc co-conspirateur sur le projet de la banlieue du Turfu. Donc à la base, je suis écrivain, philosophe et j'ai réfléchi pendant quelques années au futur de la banlieue. Mais avant d'entrer plus profondément dans le projet, je voulais préciser ma définition de la banlieue. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Terre est une banlieue de la Voie lactée. Donc vous êtes tous des banlieusards. Donc je vous considère aussi comme des banlieusards. J'espère que vous n'êtes pas trop vexés. Donc toute la Terre est une marge. Durant toute cette présentation, on va essayer de vous présenter une méthodologie que j'ai résumée dans World Building for Social Impact. Donc l'objectif, c'est utiliser les mondes imaginaires pour aider les habitants, les participants, les parties prenantes à penser et réfléchir les transitions, les différentes transitions. Que veut dire futur? Futurfu, c'est le verlan de futur. Bon, en anglais, je ne sais pas si ça marche ou pas. Peut-être Hugo, tu... Non, mais c'est en effet, en tout cas, une gymnastique qu'on a souvent, le travail sur les mots, les néologismes. Et je trouve que donc la langue française, étant ce qu'elle est souvent à l'étranger, la manière dont elle est vue, je trouve que le verlan est un trésor qui n'est pas assez bien compris à l'étranger. Et le nombre de fois où on a eu des partenaires ou des clients ou autres étrangers qui essaient de dire turfu en anglais, c'est toujours un jeu assez rigolo. Turfu, am I saying it correctly? Turfu? Et donc c'est toujours assez rigolo à voir. Merci beaucoup. Et donc le turfu, c'est l'idée d'un univers alternatif où l'histoire de la banlieue se serait déroulée autrement. Et à partir de cette nouvelle hypothèse, on essaye de développer des créations et des propositions. Mais il y avait aussi un enjeu politique et imaginaire très très fort dans cette réflexion, à savoir qu'aujourd'hui, un des récits que nous nous racontons en tant que banlieusards, et encore je le répète, banlieusards de toute envergure, on peut être à la marge de sa famille, on peut être à la marge de son boulot, on peut être à la marge de sa communauté, donc vous êtes potentiellement à la marge de quelque chose. Et quand je dis projet banlieue du Turfu, vous pouvez dire, si vous le souhaitez, la ville du Turfu qui vous correspond. Vous pouvez aussi dire la ruralité du Turfu, vous pouvez aussi dire la ville de Caen du Turfu. Donc c'est une réflexion qui part de la banlieue, mais qui ne s'arrête pas simplement à la banlieue. Mais par contre, il y avait un sujet, c'était celui d'accomplir ses rêves. Aujourd'hui, pour montrer qu'on a réussi dans la société française, mais on peut penser cette réflexion dans le monde, on a besoin de montrer qu'on est sorti du quartier pour accomplir ses rêves. Ça veut dire qu'on ne peut pas accomplir ses rêves au quartier, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et l'objectif, ça va être en tout cas de montrer, de proposer un nouveau projet de société dans lequel on pourrait accomplir ses rêves dans son quartier. Et si je peux ajouter quelque chose d'ailleurs, ce qui est assez rigolo quand on parle de cette marginalisation sous différentes formes, là je vois une pub qui tourne pour des prêts bancaires LCI, il me semble. Donc mais la narration était intéressante, c'est une scène très très courte où quelqu'un part à l'étranger. Donc ça parle de la fuite des talents. Et je pense qu'en France, on est quand même très complexé par rapport à ça, sans forcément être toujours prêt ou avoir le courage d'aller trouver les pépites, les savoirs, les nouveaux regards jusqu'à ce qu'ils soient validés à l'extérieur, que ce soit en Allemagne pour nous ou par les US ou autrement. Et donc c'est aussi un exemple que je trouvais rigolo de cette dynamique. Donc la question corollaire au rêve, c'est la question du futur. Est-ce qu'on peut trouver des futurs désirables
en banlieue ou en ruralité ou dans votre forme de marginalité. C'est une réflexion, en tout cas, que j'essaie d'amener dans nos différents travaux et arts, mais c'est les deux questions philosophiques qui ont porté mon livre, si je devais le résumer. Et donc moi, je viens avec un contre-récit et un contre-projet, on va dire, dans lequel le jeu devient nous. Parce qu'en fait, le turfu, ce n'est pas un terme que j'ai inventé en soi, il existait dans la culture populaire, il a été rendu célèbre par un rappeur qui s'appelle Booba, mais j'avais remarqué que le turfu était toujours utilisé au jeu. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « nous sommes dans le turfu »,« je suis dans le turfu »,« Mbappé est dans le turfu », c'est-à-dire il est tellement fort qu'il en avance sportivement sur les autres. Tu es dans le turfu, ça veut dire qu'artistiquement tu es en avance sur les autres et tu es tellement fort. Mais j'ai jamais entendu « nous sommes dans le turfu », la banlieue entière dans son entièreté entre dans le turfu. Ensuite, le second point, c'est d'imaginer l'imaginable, c'est-à-dire que nous voulons faire société, nous avons un nouveau projet, mais nous avons aussi des problèmes. Et donc, entre les deux, on va devoir développer des nouvelles institutions, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières d'être, qui sont difficiles à imaginer, mais que notre méthodologie, en tout cas, va essayer de poursuivre et de concrétiser. Alors, le futur, comme ça, futur, ça a l'air neutre, mais le futur n'est pas neutre. Le futur est une capacité anthropologique inégalement partagée chez les êtres humains. Il y a des êtres humains, des sociétés, des individus, des groupes sociaux qui vont pouvoir plus se projeter dans le futur que d'autres. Et donc, du coup, on va devoir développer cette attitude prospective et on le voit dans les ateliers. C'est pas si simple que ça que de penser au futur. C'est pas si simple que ça que d'imaginer. On pourrait se dire, ah, on lâche les gens, on leur met un environnement accessible et tout va bien se passer. Non, c'est pas si simple que ça. Donc il faut aussi développer cette compétence futuriste que j'aime bien appeler futurisation, mais aussi la capacité à aspirer à. J'ai la capacité à aspirer à un quartier, à une ville, à une cité, à une planète comme ça. Il y a beaucoup, dans mon environnement, il y a beaucoup de défaitisme. Il y a beaucoup de... bon, la vie fait qu'on est plus ou moins fatigué. Et donc, du coup, cette capacité à aspirer, il faut aussi la cultiver. Car elle a tendance à disparaître avec les difficultés du quotidien. Et on peut aussi appeler ça la capacité fabulatrice, c'est-à-dire la capacité à travailler son imagination, à imaginer des choses qui ne sont pas au service de l'industrie ou qui ne sont pas forcément au service de quelque chose. Aujourd'hui, je vais me permettre de fabuler sans dire ça sert à ça, ça sert à ça. Peut-être que ça sert à rien. Peut-être que le projet, c'est un délire individuel ou un délire collectif, mais ça va nous permettre finalement d'arriver à quelque chose de plus concret. Et si je peux rebondir d'ailleurs là-dessus sur un des gifs qu'on voyait avec la fenêtre, le visage collé et le fait de passer au travers, on n'a pas toujours une définition, ou en tout cas on a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'on leur explique ce qu'est le turfu. Donc quel type de bâtiment on y trouve, qu'est-ce qu'on y fait, qui y est, avoir les règles en main. Et énormément du travail qu'on fait, du moins ensemble, dans les ateliers de co-création ou dans nos œuvres, c'est avant tout essayer de découvrir les limites de notre imaginaire et s'entraîner à les dépasser. Comme tu dis, cette sorte de gymnastique aspirée à, et donc beaucoup plus qu'une destination, même si c'est aussi un travail qui est nécessaire pour pouvoir constamment la mettre à jour, se challenger nous-mêmes et justement faire nous-mêmes ce travail sur les imaginaires. Il faut poser certaines choses. Mais avant tout, en tout cas dans les contextes collaboratifs, et tu me corriges si tu n'es pas d'accord, mais on est vraiment dans cette pratique de la gymnastique des imaginaires, s'entraîner, s'échauffer à imaginer en tout cas. Et donc cette gymnastique de l'imaginaire nous conduit à développer des nouvelles narrations. Des fictions qui vont pouvoir se concrétiser avec le temps et la patience, pas forcément tout de suite. Mais en tout cas, concernant la banlieue en tant que culture, il y avait un problème de narration. En tout cas, seulement il y a un problème de narration. On a tendance à se raconter de la même manière partout et voilà, il y a un récit commun. La banlieue, c'est la merde, c'est dur, on nous considère pas. Bref, il y a ce récit commun et on reste bloqué dessus. Et on peut voir ce phénomène se concrétiser dans certains films comme Athéna ou Les Misérables ou La Haine. Bref, il y a cette gros imaginaire qui essaye d'englober la banlieue et qui empêche d'autres narrations d'émerger. Et moi, j'ai envie de voir émerger de nouvelles narrations, même si vous avez apprécié l'esthétique du film Athéna ou Les Misérables. J'ai envie dans mon quotidien de pouvoir vivre à partir de narrations plus joyeuses
plus durables et qui ne mettent pas tout le temps en avant la colère ou les traumas qu'on a vécu. Et donc le but, c'est d'imaginer ensemble des alternatives, que ce soit en termes de politique ou en termes de technologie ou en termes de vêtements. En fait, chaque atelier a un nouveau thème. Et là, ce que vous voyez derrière en arrière-plan, c'est le fruit du travail sur mon livre, le fruit du travail avec Hugo, mais c'est aussi le fruit de réflexions dans les ateliers collaboratifs. Là, c'est un designer indien qui s'appelle Yuvraj qui nous a aidé à mettre en image et à conceptualiser toute l'accumulation des imaginaires et l'accumulation des travaux collaboratifs. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, et ce qu'on a essayé de faire, c'est donc Yuvraj qui travaille surtout sur des séries télé et des jeux vidéo en tant que concept artiste. Ce qu'on essaie de faire, c'est justement utiliser, je pense qu'on va faire la transition bientôt, mais ces outils, ces pratiques du monde du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo, pour faire des alternatives, donner forme petit à petit, soit en prototypant, soit en détournant des jeux, soit en les visualisant. Et ça, c'est une chose que je trouve est très dommage dans le monde, avec surtout la culture de la propriété intellectuelle, que ce soit dans l'industrie du design industriel ou du jeu vidéo, cette idée de chasse gardée. Et donc, la culture de l'open source, qui est quand même bien défendue dans le monde du software, mérite, je pense, beaucoup plus et commence vraiment à l'être avec des projets comme Pluralité Université ou même ce que fait Serpentine, revendiquer en fait cette sorte de... On peut partager nos notes, nos sketchbooks, le travail qui est fait en amont, les 3 ans de préparation, ce qu'on a vu avec Trust. Donc, vraiment cette ouverture et pas dire, parce que ces dessins-là, autrement, vous les verriez que dans un livre qui sera sorti une fois que le dernier Assassin's Creed est paru et qui sera vendu à 60 € parce que c'est un produit dérivé au final, plus qu'une matière à fabuler. Donc là, on a inventé le kebab symbiotique. J'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais voilà. Ensuite, on a inventé l'hypercube. Et ça, c'est des inventions, créations qui sont censées avoir un impact sur la réalité. Mais comme si on devait résumer un peu tout le propos, c'est voilà, développer un projet de société. Moi, je veux participer à l'écriture de la Constitution. Je veux participer au développement du projet des sociétés français, ou appelez ça comme vous voulez, et pas seulement être force de critique. Je veux écrire, participer à ce projet, et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir toute cette réflexion. On pourrait appeler ça moi, je préfère utiliser le terme world building for social impact, mais on pourrait appeler ça une espèce de science-fiction un peu décalée, mais voilà, pourquoi pas. Mais on pourrait aussi appeler ça futur de la réalité. C'est-à-dire que c'est pas de la science-fiction pure ce qu'on fait, mais on espère que ce que nous faisons vont nous conduire à développer le futur de la réalité ou d'autres réalités. On pourrait aussi résumer ça dans un projet prototopie. Bon, c'est un peu un terme technique pour dire utopie, mais comme utopie, c'est un terme un peu problématique. C'est une utopie qui se modifie, qui se transforme. Il n'y a pas d'utopie parfaite, ni pour moi, ni pour vous. Mais en tout cas, on essaye de penser à des futurs désirables. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va rentrer un peu dans les ateliers. Plus concrètement, non seulement dans l'atelier que nous avons réalisé spécifiquement pour Arles, mais aussi les ateliers que nous avons fait auparavant. Donc l'idée, c'est de se dire, il y a un diagnostic et on critique la société, on critique certains aspects de la société, on imagine des alternatives et les récits vont nous aider à intégrer ces récits et à nous donner envie de les faire se développer. Donc là, c'est un ensemble de collages issus des ateliers de co-création, je crois, à la Gaîté Lyrique. Vous avez le kebab symbiotique à droite, vous avez l'Internet des chichas au milieu, et vous avez à gauche la sneakers volante, la basket volante, qui contient des connaissances. On a commencé à travailler sur... il y a 2 ans, Hugo m'a contacté. Moi, je suis sur le projet depuis 5 ans, mais Hugo m'a contacté il y a 2 ans pour faire des ateliers Fortnite. Et donc, j'ai accepté de faire une espèce de collaboration. Et là, ce sont nos premiers ateliers. Et ce que je voudrais dire, c'est que je ne travaille pas à partir des problèmes. Je ne travaille pas à partir des problématiques, on va dire. Je travaille à partir de ce que j'aime. Donc, c'est vrai qu'en quartier, en banlieue, on a des milliards de problèmes, mais les êtres humains généralement. Mais moi, j'ai fait le choix de travailler dans ma vie à partir de ce que j'aime. Donc, l'Assemblée nationale à la chicha, c'est-à-dire que j'aime bien la politique, j'aime bien la chicha, je les rassemble et je réfléchis. Et dedans, on va traiter des problématiques, on va traiter
des problématiques. Mais je n'ai pas besoin de toujours raccrocher ma vie. Et s'il vous plaît, ne raccrochez pas toujours la vie des banlieusards aux problèmes. Ah, ils ont ci, ils ont ça. Non, en tout cas, quand vous entrez dans la banlieue du Turfu, c'est un peu différent. Donc en général, nos premiers ateliers duraient 3 heures avec une première phase de réflexion dans la plateforme Miro. Et la thématique, elle est choisie selon le moment. Et ensuite, il y a une phase de mise en récit, d'écriture. Donc pour résumer, on essaye de rendre accessible le prototypage de Turfu, de faire le lien entre physique et numérique. Et le Fortnite et les jeux vidéo en général nous aident à surmonter la difficulté de l'écriture. Parce qu'avant de rencontrer Hugo, j'étais plutôt sur de l'écriture, on va dire, ou des performances physiques. Et tous les participants avaient un peu de mal parfois à écrire. Et Fortnite, ça aide à régler un peu cette difficulté. On peut passer à un autre slide et je rebondirai sur Fortnite peut-être. Donc peut-être juste un point sur pourquoi Fortnite. Donc ça, c'est un outil que j'ai commencé à expérimenter suite à la pandémie. Moi, je viens du monde de la co-création, de facilitation d'ateliers dans le contexte plus maker, découpe laser, impression 3D, on fait des storyboards, on imagine les nouveaux services, souvent pour des startups ou dans des cultures un peu d'innovation en interne dans les boîtes. Et je cherchais un outil, en fait, suite à la pandémie, pour essayer d'avoir un certain degré de fabrication. Je me suis inspiré avec un ami, donc j'étais basé en Inde avant, donc un collègue à l'époque, on a expérimenté, on a essayé de transvaser en fait certaines pratiques qui se passaient dans Minecraft, donc dans des serveurs dédiés, à du Fortnite. Et pourquoi Fortnite ? Il y a plusieurs réponses, mais en tout cas, dans cette comparaison entre Minecraft et Fortnite, c'est que pour faire rentrer ce type de fabrication et de prototypage dans 1 heure ou 2, avec souvent la prise en main, donc c'est des ateliers que j'organisais avec des gens qui n'avaient jamais joué à Fortnite. Pour pouvoir faire cette prise en main, Fortnite s'y prêtait beaucoup plus. L'esthétique était, on va dire, entre guillemets, plus concrète, c'est-à-dire qu'on peut poser un bateau, ensuite le déconstruire, y rajouter un arbre, ça devient un arbre cyborg qui vogue dans l'espace, en l'espace de 5 minutes. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un peu une distinction entre Lego et bien Playmobil. juste un tout petit peu, sans faire Oui, de la réclame pour Fortnite, mais simplement décrire un peu ce qu'on peut faire avec le mode créatif, Oui. qui est quand même très différent de ce que les gens connaissent quand ils jouent à Fortnite. Ça marche. Et donc, le mode créatif, c'est un peu la réponse de Fortnite à des outils comme Minecraft, donc plus sandbox, bac à sable. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on arrive à créer dedans. En haut à gauche, vous avez l'Internet des chichas. En haut à droite, vous avez la carte qui a été créée suite aux 4 premiers ateliers que vous avez vus tout à l'heure, que Macan nous a montré. En bas, on a un terrain un terrain de handball télépathique ou télékinésiste, voilà. Mais donc ça vous donne une idée. On pose le terrain, ensuite on peut poser un petit champignon, ensuite on a une tour qui apparaît. La tour, on peut la déconstruire parce que tout ça, c'est dans une logique qui, dire que Fortnite Creative vous permettrait a priori de recréer tous les jeux que vous souhaitez. Vous pourriez faire une équivalence de Mario Kart si vous le souhaitiez, ou d'autres jeux. Et donc ils essayent de mettre à disposition certains outils de création, de logique, de fabrication. Voilà. Et donc oui, les 2 points, c'était la facilité de prise en main. Même s'il y avait quelques problèmes logistiques ou techniques, c'est un jeu très très lourd. Et ça cause souvent des complications. Et l'autre, c'est vraiment l'esthétique, l'immersion et cette idée du concret, en tout cas du visiblement tangible. Là, du coup, je vous présente une autre session d'atelier que nous avons développée à la Gaîté Lyrique l'année dernière sur le thème du métavers, que nous avons renommé l'Agora Vert, Agora et Métavers. Et on a travaillé pendant 1 an avec notre partenaire Wanda ici présent sur la question comment collaborer pour penser globalement la vie, le quotidien dans le numérique de demain, mais aussi de traiter la question du métavers comme on va le faire aussi un peu à Arles. Et à gauche, les bâtiments que vous voyez, c'est là où j'habite actuellement. Donc, j'habite dans les Yvelines, dans le 78, en région parisienne. Là aussi, c'est une autre forme de métavers qu'on s'est réapproprié, mais je vais laisser Hugo rebondir dessus, qu'on a appelé le Firdaus numérique. Le Firdaus, c'est un terme arabe qui signifie paradis, qui signifie jardin, pardon.
Donc on s'est dit, voilà, nous on a notre Firdaus numérique. Et donc ça a été créé avec l'outil Gather.town et très directement inspiré de certaines conversations qui commençaient à sortir du Serpentine Gallery podcast sur tout ce qui est co-création, culture des archives en ligne. Et donc ça, c'est un lieu en fait où différents groupes ont pu planter. Chaque plante relie à un texte. Donc c'est un peu comme une capsule temporaire, on va dire. Donc imaginez, voilà, on leur a dit, laissez quelque chose à votre petit enfant et donnez-leur des outils, des références que vous souhaitez garder, que vous souhaitez célébrer, et faites-en un petit récit. Et donc en fait, ce que vous trouverez si vous vous baladez dans cette carte, vous trouverez en fait des sortes de petits jardins faits par différents groupes de participants, où vous avez des références à des podcasts, des pages Wikipédia, ce que vous voulez, plus un audio, une fiction, une micro-fiction qui a été écrite pendant cet atelier de 3 heures. Pour vous montrer encore une fois qu'on n'est pas là que dans de l'archivage, c'est vraiment le lien entre les références du réel, la fiction, et les deux se fusionnent. Donc là, on va parler rapidement de l'Internet des chichas. C'est une installation qu'on va présenter à un festival en Allemagne. Mais c'est juste pour vous dire que le délire de base, il devient réel en fait avec le temps. La création qu'on pensait vraiment délirante, ou en tout cas la première fois que je conçois l'Internet des chichas, et aujourd'hui, en fait, ça se concrétise. Et on va aller de plus en plus loin, et petit à petit, on va réussir à transformer la réalité comme ça. Et juste pour faire un petit résumé, l'Internet des chichas, c'est quelque chose que tu as proposé dans ton livre. Oui. Ensuite, on a rebondi dessus dans notre premier atelier dans Miro. Ensuite, on a fait une carte dédiée dans Fortnite dans un autre atelier pour une autre expo. Après ça, on l'a mis en scène à la Gaieté Lyrique. Donc sur 2 ans, en fait, il y a eu 5-6 différentes interprétations. Et là, ce serait la 6e. Exactement. Ouais. Donc toujours pour résumer, notre but c'est imaginer, prototyper et transformer. C'est un peu ce que j'essaie de faire, et j'essaie de poser tout ça dans ce que j'ai appelé le World Building for Social Impact. Mais maintenant on va vous présenter pour finir l'atelier du multirêve arlésien. Hugo, si tu veux commencer. Ça marche. Il nous reste combien de temps? On peut prendre... Ouais, ça marche. On va prendre quelques... Ça reste de 2-3 minutes. Ça marche. Donc le multirêve arlésien, c'est un format qu'on a proposé, qui est le multirêve est un terme qu'on a inventé lors d'une résidence turfuriste qui s'est passée à Bruxelles dans le contexte du festival System D il y a quasiment 1 an, décembre dernier. Donc encore une fois, dans l'esprit du crediting, voilà, ça vient de là. On avait pris pour cet atelier l'idée du poulpe comme cet emblème, en se basant sur l'autobiographie du poulpe de Vincien Desprez. Si je l'ai que lu, je n'ai jamais entendu le nom dit, donc je l'ai mal dit. Mais on a pris l'image du poulpe donc de là pour parler de la collaboration et de l'acte co-créatif avec les tentacules qui pensent elles-mêmes et ensuite résultent en un être. Et donc le multirêve, ce poulpe, cet être, ce rêve. Et c'est comme, pour moi, c'est un peu une sorte de mood board interactif de cette vision de world building. Donc c'est pas une proposition concrète, mais vous verrez, ça relie références pop culture et monde créé dans Fortnite par des jeunes qu'on a rencontrés dans le quartier de Bariol, donc à 10-15 minutes à pied d'ici, mercredi dernier, et qui seront là cet après-midi pour un atelier pour compléter en fait leur atelier de co-création. Donc là, c'est un peu le parcours de l'expérience que vous allez vivre cet après-midi, en tout cas à partir de cet après-midi. Et là, on a inventé l'oracle de fabulation. C'est une espèce de petite imprimante. Vous appuyez sur un bouton et elle vous sort un oracle qui concerne aujourd'hui le Bariol. Tous les récits concernent le Bariol. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on pourra peut-être discuter à 12h30. Merci. Merci beaucoup. Merci.